Bonjour, bienvenue tout le monde. Je suis désolée, j'ai eu un petit pépin technique. J'ai dû rafraîchir la page, mais je suis de retour. Donc, j'espère que la pause du midi a été bonne et reposante pour vous. Nous reprenons notre école d'été cet après-midi avec une activité qui se veut un petit peu plus immersive, si je peux dire. Donc, le comité d'organisation avait envie de vous inviter à vivre une expérience de médiation culturelle qui allait être dépaysante puisque le dépaysement est le thème de notre journée aujourd'hui. Donc, c'est avec cette idée-là en tête que nous avons invité l'artiste Enora Rivière qui nous propose aujourd'hui de vivre une expérience d'audio-description d'une performance de danse. Donc, c'est une pratique qui s'installe de plus en plus dans l'objectif de rendre les spectacles de danse et les performances de danse accessibles aux personnes qui sont malvoyantes et aux personnes qui sont non-voyantes. Donc, bonjour Enora qui vient de nous rejoindre. Bonjour Enora Alexandra. Bonjour Enora, merci d'être avec nous. Enora va nous faire une petite présentation d'environ 30 minutes. Donc, elle va d'abord nous parler de sa démarche, de son processus créatif. Puis ensuite, elle va nous faire entendre, elle va nous faire vivre une audio-description préenregistrée d'une performance de danse. Et à la suite, on va avoir là, notre classique période de questions et d'échanges de 15 minutes pendant laquelle vous allez pouvoir poser vos questions à Enora, réagir spontanément, partager vos commentaires. Donc, je vous la présente, je vous lis sa biographie rapidement, puis après ça, je lui laisse la parole là, pour qu'elle puisse nous guider à travers cette belle activité. Donc, Enora Rivière est chorégraphe, danseuse, écrivaine, chercheure, enseignante et critique. Après 15 ans d'expérience professionnelle en Europe, où elle collabore avec de nombreux artistes, elle s'installe à Montréal. Depuis son arrivée en 2017, elle a créé le renoncement à la sauce pour les étudiants et étudiantes du département de danse de l'UQAM. Elle est intervenue auprès du Regroupement québécois de la danse, de la Fondation JPP et des Journées de la culture. Elle a participé au Festival d'art vivant OFTA en 2018. Elle a été critique de danse au devoir. Elle collabore au projet de divers artistes également. Actuellement, elle écrit pour la revue Liberté, est à l'initiative avec Katia Montaignac et Brice Nauser du groupe de réflexion politique La Pieuvre et collabore avec Densité sur le projet d'audio-description. Doctorante en études et pratiques des arts à l'UQAM, elle mène une recherche-création qui s'intitule Récits chorégraphiques, les paroles des danseurs-danseuses comme espace politique et discours esthétique. Son intérêt pour l'audio-description est majeur car il se situe au croisement des dimensions sociopolitiques, esthétiques et littéraires au cœur de son travail et de son engagement dans l'art chorégraphique. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Enora, d'être avec nous. Je te laisse la parole, puis j'ai bien hâte de voir ce que tu nous réserves. Merci Alexandra, bonjour à tous et à toutes. J'avais un peu oublié ce que j'avais mentionné déjà comme détail biographique, donc c'était bien de l'entendre, ça va m'éviter de faire des redites. Juste Alexandra ou Noémie, dites-moi si jamais je dépasse au niveau du temps, parce que comme on a commencé en retard, je ne sais pas trop comment ça va se gérer, mais voilà. Donc je voulais juste commencer par vous raconter un peu comment en fait, où j'en suis avec l'audiodescription, parce que ça reste quand même quelque chose de très qui est en cours. Je suis en cours de formation et qui est quand même récent, mais euh, qui s'inscrit de façon très logique en fait dans mon parcours et mes projets. Donc je voulais revenir un peu sur comment j'en suis arrivée à ça, puis qu'est-ce qui m'habite en fait, qu'est-ce qui m'a fait venir assez naturellement à l'audiodescription. Alors, peut-être juste pour vous dire quelques mots sur l'audiodescription. Donc, évidemment, c'est une pratique. Moi, c'est l'audiodescription en danse qui m'intéresse. C'est une pratique qui permet l'accessibilité aux personnes aveugles et amblyopes d'accéder à des spectacles de danse. Au départ, l'audiodescription, j'y reviendrai plus tard, hein, mais ça vient du cinéma, hein, ça a été créé dans les années 70 pour le cinéma, donc on reviendra là-dessus sur justement le passage du cinéma et par extension le théâtre à la danse, qui n'a rien à voir. Au départ, c'est ça. Donc en fait, ma formation en France, elle a été autant pratique que théorique.
Et mes projets sont, depuis que que je porte mes propres projets, sont tout autant chorégraphiques que éditoriaux. C'est-à-dire que au départ de chaque projet, je me pose une question centrale, puis je tente de résoudre ou de répondre à cette question. C'est toujours des tentatives, évidemment, selon deux modalités, en fait, selon deux formes ou deux contextes. C'est-à-dire à la fois via la scène et via le livre, donc via du chorégraphique et via du textuel. Donc à chaque fois, j'élabore deux projets en un. Et puis mes travaux, c'est ça, de recherche qui ont précédé mes créations, toutes mes recherches universitaires et mes travaux de création sur la question du métier de danseur et de danseuse, la parole sur ce métier-là et le statut de cette parole. Alors, de fait, le point de vue de mon travail, c'est celui ou celle qui pratique. Je m'inclus dedans, évidemment. Et si je me suis assez intéressée en fait à cette question du métier du danseur et de la danseuse, c'est parce qu'il y a, en tout cas, au fur et à mesure de mes recherches, et puis évidemment tout ce que je dis n'engage que moi, hein, mais il me semble qu'il y a un manque assez conséquent de connaissances sur ce qui est constitutif du métier de danseur et de danseuse. En fait, en réalité, peu de gens connaissent la nature du travail en danse et peu d'écrits existent là-dessus. Alors évidemment, il y a beaucoup de livres sur la danse, mais ils sont rarement écrits par les danseurs, en tout cas, et les danseuses. Oui, il y a des livres qui sont des textes qui sont écrits par des chorégraphes, mais pour moi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux postures différentes, la posture du chorégraphe et la posture des danseurs et danseuses. En termes évidemment d'autorité, de relations de pouvoir, de visibilité. Donc donner la parole à des danseurs et des danseuses et donner la parole à des chorégraphes, c'est pas du tout la même implication politique. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça, c'est que les danseurs et les danseuses sont celles et ceux sans qui les œuvres n'existeraient pas. Hein. Ça a l'air banal dit comme ça, mais c'est toujours important de le redire. Donc voilà, c'est pour ça que dans mon travail esthétique, il y a toujours une posture comme ça, une dimension politique et sociologique, c'est-à-dire que j'essaye de créer les conditions de possibilité pour qu'une certaine parole puisse émerger afin de valoriser en fait la pratique de la danse et puis de donner accès en fait, si possible, à un large public, c'est-à-dire que en nommant le travail de la danse et ce que c'est le métier, mon but, c'est évidemment de ne pas m'adresser uniquement aux danseurs et aux danseuses, mais aux spectateurs et spectatrices en devenir, donc d'ouvrir cette pratique à vraiment un réseau beaucoup plus large qui ne l'est. Donc voilà, et après, ce qui m'intéresse de façon beaucoup plus focalisée, c'est effectivement, oui, il y a la question du métier, mais à l'intérieur de cette question-là du métier, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui est constitutif d'un geste, en fait. Donc, c'est le point de vue du geste et de son effectuation qui m'intéresse, mais qui m'obsède, en fait, on pourrait dire. Alors, c'est pour ça que dans mes travaux, l'entretien avec des danseurs et des danseuses sur leurs expériences dansées de telle ou telle œuvre chorégraphique, ça prend vraiment une place importante. C'est vraiment le point de départ du travail pour moi. Donc, je vais les interroger sur les moteurs de leurs gestes, c'est-à-dire comment ils s'y prennent pour faire ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qui est activé, comment. En général, ça a l'air de rien, mais c'est des questions qui ne sont pas évidentes parce que c'est juste que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude forcément dans le travail de nommer ça et de prendre le temps de nommer ça. Voilà. Alors, ce qui fait qu'en cherchant avec les danseurs à essayer de nommer ce qui est constitutif de leur geste, c'est-à-dire tous les régimes de conscience par lesquels ils vont passer pour faire ce qu'ils ont à faire. Évidemment, ce sont des choses qui ne se voient pas, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui n'est pas visible en fait pour le public, et ce qui m'intéresse, c'est de le rendre visible par les mots, de telle sorte que par la description du travail de la danse, du point de vue du danseur, ça me permet de proposer au lecteur, au spectateur,
une autre entrée possible dans la danse, une autre dimension. Je renverse un peu les points de vue. Donc c'est ça, comment raconter une danse et comment recréer une danse par les mots dans un rapport vraiment endogène à l'œuvre, c'est vraiment un des enjeux majeurs de mon travail. Et c'est pour ça que c'est mon intérêt pour à la fois la question de l'accessibilité au métier et à la pratique au plus grand nombre, et puis mon intérêt pour écrire, décrire, raconter ce qui ne se voit pas. C'est toutes ces raisons-là qui m'ont vraiment dirigée et vers l'audiodescription en danse. Ça m'a énormément intéressée parce que en réalité, une fois qu'on réalise ce que c'est vraiment, on se demande pourquoi ça n'existe pas depuis toujours et dans tous les théâtres. Parce que, voilà. Ça, c'est vraiment le petit point politique-culturel. Donc, c'est ça. Donc, cette technique, en fait, cette pratique de l'audiodescription en danse, et tout ce qu'elle implique politiquement, esthétiquement, c'est ça qui m'intéresse, et ça me permet de combiner les dimensions que j'active en fait dans mon travail. Et c'est comme ça qu'avec l'organisme Densité, dirigé par Sophie Corriveau, qui connaît mon travail d'écriture sur la danse et puis tous les intérêts voilà, autour de ça, qu'elle est venue me sonder mon intérêt, et puis l'organisme Densité a décidé de lancer une formation et un pôle de description en danse pour le Québec, en commençant évidemment par Montréal. Donc c'est cette chose-là qui est en train de se mettre tranquillement en place, tranquillement mais sûrement, et qui a démarré tout récemment. Là, la première partie d'une formation a eu lieu en avril. Et la première heure de description en danse aura lieu en vrai en octobre prochain. Alors, si j'ai vraiment insisté sur mes intérêts ou mes obsessions et les liens directs entre mon travail et l'audiodescription, c'est parce que c'est une pratique vraiment très exigeante, voire obsessionnelle. Et donc, c'est ça. Donc, ça ne peut pas arriver de nulle part, dans le sens où il faut savoir dans quoi on embarque quand on décide vraiment de s'y impliquer. C'est exigeant, mais c'est magnifique, dans le sens où une fois qu'on y est, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en train de faire en direct l'audiodescription, qui aura été évidemment préparée en amont, ça je vais y revenir, voilà, il y a évidemment une relation très, en tout cas moi, c'est comme ça que je considère ce moment, une relation très intime en fait avec les personnes aveugles ou semi-voyantes ou ambiopes qui vont écouter le texte. Et donc c'est ça, donc pour moi il y a quelque chose de très, très intime, et comme si on venait presque souffler des secrets hein, dans le creux de leurs oreilles. Alors il y a quelque chose de l'ordre du soin qui est très, de l'attention et du soin qui est très importante. Alors là où j'en suis, maintenant je vais assez rapidement venir sur où j'en suis de cette formation-là et de mes outils en fait en audiodescription, puis les challenges que je pressens hein, en fait, en termes vraiment de perception et d'écriture. Donc comme je vous le disais au départ, l'audiodescription ça a été créé pour le cinéma aux États-Unis. Et pour le cinéma et par extension le théâtre, l'enjeu c'est évidemment de parler quand ça ne parle pas, puisqu'au cinéma, au théâtre, contrairement en danse évidemment il peut y avoir de la parole sur scène, mais de façon majoritaire, la parole est plus conséquente et plus dominante pour le cinéma et pour le théâtre. De même que, donc ça veut dire qu'en cinéma et en théâtre, l'audiodescripteur ou descriptrice va parler quand ça ne parle pas. Donc, va entre les paroles, va se saisir de ce moment-là pour décrire ce qui se passe. Et cinéma et théâtre, de façon très grossière, ce sont des médiums qui s'organisent, comme on va dire le plus souvent, sur une narration liée à la présence du langage notamment, ce qui n'est pas forcément le cas en danse. Donc c'est un double, il y a un double enjeu en fait à cet endroit-là, c'est que la danse ne raconte pas forcément une histoire, même si ça raconte quelque chose.
Et puis, il y a peu de paroles, ça veut dire qu'on a tout le temps pour parler. Et ça, à la fois, c'est génial, ça laisse beaucoup d'espace pour pouvoir décrire, mais ça peut être vraiment un problème parce que ça peut avoir pour effet une grande saturation aussi. Donc, il faut trouver des stratégies pour pouvoir laisser de l'espace à l'interlocuteur et à l'interlocutrice pour pouvoir sentir quelque chose sans avoir l'impression de perdre en fait des bouts de ce qui se passe non plus. Donc c'est comment gérer, vraiment trouver ce bon dosage là. Et puis surtout, il y a un deuil à faire dès le départ, c'est qu'on ne peut pas parler de tout, on ne peut pas tout décrire. Et je ne sais pas si vous avez déjà vous avez déjà réalisé ça, mais le mouvement va souvent plus vite que la pensée. Et si on est à moins d'être sur de l'extrême lenteur, évidemment, mais globalement, quand on bouge, si on doit décrire avec les mots le temps que ça arrive à la pensée, qu'on le mette en mots et on est déjà passé à un autre mouvement. Donc voilà, il va falloir trouver des syntaxes vraiment extrêmement précises pour pouvoir dire le plus de choses avec le moins de temps possible. Alors évidemment, la plus grande difficulté en danse, ça va être de décrire les corps en mouvement. Alors là, c'est sûr que les outils d'analyse du mouvement dansé, puis les paramètres du mouvement, que sont le poids, le temps, l'espace et le flux, ça va être à la base du travail de la description. Mais l'audiodescription, c'est pas non plus une analyse, c'est surtout pas une analyse, c'est une proposition de perception d'une danse par le langage. Alors, évidemment, le vocabulaire qui va être choisi, qui va être engagé, dépendra du projet esthétique qu'il faudra analyser en amont. Alors, bon, c'est difficile, mais c'est pas impossible, loin de là. C'est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude concrètement dans notre société occidentale de décrire les corps et les gestes, et pourtant on est confronté à ça en permanence. Disons qu'on n'est pas vraiment éduqué à ça, même en danse, je veux dire, l'observation et l'analyse du geste dansé par rapport à l'histoire de la danse, ça reste quand même quelque chose d'assez récent. Donc, j'oserais dire qu'on est quand même assez inculte pour trouver les mots pour décrire des corps, des corporalités et des mouvements. Et c'est pour ça que souvent, malheureusement, on s'arrête face à un spectacle de danse, à une appréciation du type j'aime ou j'aime pas, ou un jugement du type c'est beau ou c'est pas beau, ou alors je suis touchée par la beauté ou l'émotion. Et ça reste des choses extrêmement vagues, c'est-à-dire que ça ne dit rien de la proposition qui nous fait face. Et ça peut être assez inintéressant aussi, au final, de s'arrêter à cette chose-là. Donc, pour moi, quand on observe la danse, la question, c'est pas de savoir si, évidemment, ça me plaît. Puis ça, d'une certaine manière, dans n'importe quelle posture, je parle même pas de ma posture de descriptrice, mais aussi de spectatrice de danse. Alors, est-ce que c'est... J'entends le chat, mais je ne sais pas si c'est pour me prévenir quelque chose. Non, je n'arrive pas à y accéder encore. Voilà, donc la question, c'est pas de savoir si cette expérience, enfin, si ça me plaît, ce à quoi je fais face, mais évidemment, quelle expérience je suis en train de vivre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que ça produit en moi, toute une série de questions comme ça. Donc pour moi, l'intérêt premier, enfin, ce qui est le plus important, c'est cette attitude, cette attention active en fait, en termes de perception. Je ne suis pas du tout passive quand je vais voir un show de danse, au même titre que quand je prépare un texte pour une audiodescription. Et pour moi, c'est une vraie responsabilité, à la fois, je dirais, d'artiste et de citoyenne, en tant que spectatrice audiodescriptrice, de me mettre dans cette posture de réception active pour pouvoir nommer ce qui se passe et ensuite le partager au sein d'une audiodescription. Alors, la grosse question, c'est de se poser la question quel corps est en jeu, en fait. Et c'est sûr que si la pièce qui va être audio-décrite n'est pas encore créée, qu'elle est encore en processus de création et qu'au moment où je vais faire une audio-description, ça va être la première, il va y avoir tout un travail en amont d'essayer d'accéder aux répétitions, si l'équipe est d'accord, d'accumuler le maximum d'informations
auprès des chorégraphes et des danseurs et des danseuses pour comprendre, saisir quelle est la singularité en fait du projet esthétique, parce que en fait tout est là, hein, c'est vraiment être en mesure de nommer. Alors ça rentre encore le chat, mais je ne comprends pas pourquoi je ne le vois pas. Okay. Enora, oui, c'est ça, c'est pas grave. En fait, c'est juste moi qui voulais vous rappeler, puisque vous m'avez demandé de le faire, qu'il va falloir bientôt passer à la vidéo si on va avoir le temps pour les questions, mais voilà. Ok, je prends encore 2-3 minutes et puis je lance le son de 15 minutes. Ça va? Ok. Donc, en fait, c'est ça, c'est que ce qui est important, c'est pour moi, c'est vraiment de, de, de comprendre toute la poétique du geste qui va être en jeu, c'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de simplement faire image avec des mots, parce que l'image créée pourra passer, dépendamment du projet esthétique, par une description factuelle, sensorielle ou encore métaphorique, mais il va falloir probablement passer de l'une à l'autre ou alors faire des choix très concrets, assez radicaux en fonction de ce à quoi je fais face. Puis là, vous allez comprendre en écoutant. Donc, c'est ça, je vais m'arrêter là, on va écouter, puis comme ça, on gardera du temps pour éventuellement ce que je revienne à la fin de ce que je voulais dire. Et puis, comme ça, on a une expérience commune et on va pouvoir parler à partir de ça. Ce que je vous propose, c'est une audio description qui dure 15 minutes. Donc, évidemment, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de rester face à votre écran. Vous pouvez vous mettre dans la position que vous voulez. Vous pouvez aussi fermer les yeux ou pas. C'est vraiment à vous de voir. Et là, je vous propose, vous allez entendre deux voix, la mienne et celle de Georges-Nicolas Tremblay, parce qu'on était, c'est le début moi, je me suis occupée du début de la pièce, et lui parle, je pense qu'il est à peu près à 30 minutes de la pièce. Et le but, c'était de voir comment la pièce évolue, qu'est-ce que ça modifie, évidemment, dans le vocabulaire. Et là, vous allez avoir deux voix, mais deux voix, donc deux personnes, donc deux cerveaux, donc deux manières de penser différemment et de recevoir le geste. Donc, on est vraiment sur des modalités différentes, mais c'est ça aussi que je trouve qui est intéressant. Alors, je vais arrêter de parler et je vais lancer. C'est bien. Donc, Enora, est-ce que tu es encore avec nous? Oui. Ah, voilà. Merci beaucoup, Enora, pour cette expérience d'audio-description que moi, personnellement, j'ai vécu comme quelque chose de à la fois très déstabilisant, presque frustrant, tellement on est habitué d'utiliser nos yeux, d'utiliser notre vue, mais à la fois aussi quelque chose de très doux, de très bienveillant. Donc, vous avez parlé un petit peu de ça là, au début de votre présentation. L'objectif, c'est presque de chuchoter un message à l'oreille de la personne qui écoute. Donc, merci beaucoup simplement pour cette expérience. On a un 10 à 12 minutes pour des questions. Donc, je vous rappelle les consignes très, très rapidement. C'est les mêmes que ce matin. Ça va être les mêmes tout au long de l'école d'été. Donc, vous avez deux choix pour poser vos questions, soit les rédiger dans l'espace de discussion ou dans le Q&A qui est à droite de votre écran. Puis, moi, je lirai les questions là, à notre invitée pour qu'elle y réponde. Ou vous pouvez écrire la formule magique pour reprendre l'expression de Louis. J'ai une question à poser. Et notre technicienne Danise vous fera apparaître à l'écran pour que vous puissiez poser votre question vous-même à Enora. On peut peut-être commencer avec une première question de Charles qui demande comment tu utilises ta sensibilité à toi pour la vidéo description. Je peux imaginer que les images que tu utilises sont assez personnelles et quelle est la part d'implication des artistes lors de cette traduction? Mon micro un peu fort. Comment j'utilise mes images, je ne pourrais répondre au comment parce que ça, je pense que c'est
évidemment, les images ne peuvent être que personnelles dans la mesure où c'est moi qui perçois et c'est moi qui écris. Après, toute la question, c'est s'assurer que ce que j'ai choisi comme image ou comme construction de la description va être satisfaisante pour la personne qui va m'écouter. C'est pourquoi, avant de faire parce que ça prend un certain temps hein, pour produire ce texte, et l'enjeu, c'est de le faire lire, c'est de le dire en fait à une personne non-voyante pour s'assurer que ça fonctionne, entre guillemets, que quelque chose passe en fait. Et il n'y a que elles et eux qui peuvent nous faire un feedback par rapport à ça. Et pour qu'ensuite, nous, on puisse venir retravailler vraiment la matière. Après ça, de mois à mois, dans le travail, en fait, je dois me poser systématiquement la question de est-ce que j'utilise un jargon de danse qui ne serait compris que par les danseurs et les danseuses? Quels sont mes biais à moi, mes angles morts? Est-ce que je suis en train de quelque part de prendre parti ou position? Est-ce que mon goût transparaît trop? C'est pas ça du tout qui est important, évidemment. Donc, ça n'est qu'une chose personnelle. Après, la question, c'est comment je dose ma subjectivité à l'intérieur de ça pour qu'elle devienne partageable et qu'elle reste au plus proche de ce que je suis en train de regarder moi et de faire partager à l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui, je pense que c'est une très belle réponse. Puis dans cette idée-là de la réception, il y a deux personnes qui s'interrogent par rapport à la réception chez les personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc, il y a Marco qui nous demande, est-ce que l'audio-description des arts vivants s'insère bien dans les cultures malvoyantes? Comment c'est reçu? Oui, oui, absolument. Il et elle n'attendent que ça. Que ça existe davantage. Quand on a fait quand on a fait la première partie de la formation, on a présenté des audios et il y avait une vingtaine de non-voyants ou malvoyants qui étaient présents et présentes et qui nous ont fait des retours et qui étaient, ça a été un moment extrêmement c'est touchant là, dans le sens où vraiment eux étaient émerveillés de pouvoir accéder à ça et ne demandent que ça en réalité. Et après, évidemment, tout le travail, c'est un travail d'exigence et de précision pour être au plus proche de l'expérience, mais ouais, c'est ça. La question, c'est est-ce que ça s'insère bien j'ai pas bien compris en fait. Est-ce que ça s'insère bien? Est-ce que l'audio-description des arts vivants s'insère bien dans les cultures malvoyantes? Donc, c'était formulé de cette façon-là. Oui, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait se poser, c'est-à-dire que comment accueillir, comment faire en sorte que ça se déploie davantage en fait dans les théâtres et qu'il y ait un accueil très très concret de ça en fait évidemment, parce que voilà, à partir du moment où on a, je veux dire, l'art devrait être accessible à tout le monde, donc bon, c'est pas le cas. Il y a Adriana qui souhaite poser une question. Est-ce que, Dani, c'est possible de faire apparaître Adriana à l'écran, s'il te plaît? Peut-être qu'en attendant, je pourrais poser... Ah, voilà, Adriana est avec nous. Bonjour Enora. Bonjour. Félicitations pour cette belle idée, initiative de démocratisation de la scène artistique, de l'art vivant. Merci beaucoup. J'ai plusieurs questions. Est-ce que les audiodescripteurs sont des comédiens, sont des danseuses? Pas nécessairement, mais c'est une question qui se pose. Je ne saurais pas. En tout cas, je sais que c'est pas nécessairement, mais après la question c'est qu'est-ce qui est. Est-ce que c'est important ou pas? Je pense que ça dépend vraiment de la. Je pense qu'on est tous capables de déguiser une perception, déguiser le regard sur l'acte de danse ou l'acte théâtral. Après, c'est vraiment, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est des pratiques. Donc, c'est vraiment un travail
à faire de façon très régulière et très rigoureuse. Évidemment, moi, en tant que danseuse, comme je vous disais au départ, en plus, moi, je suis vraiment obsédée par cette question du moteur du geste chez le danseur et chez la danseuse. Donc, je ne cesse de faire des allers-retours entre ce que je perçois, moi, de l'extérieur et ce que j'imagine de comment la chose est produite, ce qui me donne des clés ou des outils supplémentaires. Ça, c'est uniquement l'observation. Je veux dire, c'est ça, c'est comment on aiguise son regard pour un moment, pour être le plus précis possible, en fait. Donc, on n'est pas nécessairement praticien de l'art qu'on décrit. Je pense que le plus important, c'est cette capacité d'analyse depuis plusieurs points de vue et cette combinaison, en fait, des points de vue. Idéalement, ça aide. Ok. Et dans les cas d'un spectacle, parce que l'idée, c'est faire ça comme traduction de façon simultanée ou c'est la représentation, hein? Les moments de représentation, les spectateurs non-voyants et les traducteurs. Absolument. C'est-à-dire que c'est ça, ils s'installent, ils sont en amont dans le... Ton micro est coupé, Adrien. Ouais. Oui, maintenant. Et est-ce que ça installe à ces spectateurs dans une place spéciale, il peut apercevoir les rythmes de la musique et dans son travail qu'il peut ressentir, percevoir les rythmes de la musique qui va complémenter la narration ou non? Alors, la personne qui va écouter l'audiodescription va l'écouter via un casque, mais est dans le théâtre en face de la pièce qui est en train de se faire. Donc, notre voix, en fait, ne doit pas envelopper tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que là, ce que vous entendiez, bon, là, c'est une combinaison. Ce que vous avez entendu, vous entendiez le son de la pièce et ma voix combinée. Mais en vrai, si on était en live, moi j'ai travaillé sur une vidéo, là, la vidéo de la pièce, et j'ai mis ma voix par-dessus. Donc si on était en live, vous entendriez beaucoup plus l'espace environnement et ce qui se passe sur scène, évidemment. Après, c'est évidemment comment on dose le volume de notre voix en tant qu'audiodescriptrice pour que tous les sons puissent cohabiter et que la chose soit intelligible, en fait. Merci beaucoup, Adriana. On a le temps peut-être pour une dernière question qui nous vient de Louis Jacob qui demande « Je suis curieux de savoir comment vous articulez le trouver les mots en tant que spectatrice ou observatrice active d'une part et en tant que critique d'autre part, qui demande une autre sorte de jugement. » Donc, comment ça s'articule, cette façon-là de trouver les mots, dépendamment des différentes postures que vous adoptez? Déjà, les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc, je vais pas porter mon regard nécessairement. Je vais peut-être porter mon regard sur les mêmes choses, mais je ne vais pas les nommer de la même manière. Quand je fais si j'adopte une posture de critique, ce qui m'importe moi en tant que critique, c'est évidemment de ne pas, ça ne m'intéresse pas de dire si c'est bon ou si c'est pas bon comme chose. C'est pas du tout ça mon rôle. En tout cas, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas comme ça que j'envisage la critique. Pour moi, la critique, elle vient nommer ce qui est au travail de l'œuvre et de mettre en partage cette chose-là. Et nommer ce qui est au travail de l'œuvre et d'écrire une pièce de façon plus factuelle, c'est vraiment deux régimes et de perception et de syntaxe, de vocabulaire. Donc, il y a un endroit où je vais analyser ce qui est au travail et un autre endroit, je vais analyser, mais pour décrire réellement ce que je vois. La critique, en fait, c'est comme deux mouvements inverses, j'ai envie de dire. Il y a les mêmes composants, mais pas dans le même ordre. Pour la critique, la description va finir par une analyse, parce qu'on commence toujours par une description de toute façon. L'analyse, c'est de la description.
Mais pour l'audiodescription, je vais d'abord analyser la pièce pour finalement la décrire, n'en garder que la description. Donc j'ai l'impression que c'est les mêmes, c'est des plans de conscience et c'est des plans de la pensée qui sont un peu différents. C'est-à-dire que je mets pas les mêmes niveaux de perception au même plan de ma conscience en fonction de l'attitude, de la posture que je vais avoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme des expériences perceptives différentes et qui renvoient à des régimes de conscience différents pour moi. Oui, oui, c'est très clair. Merci, merci beaucoup, Enora. C'est ce qui met fin à cette très belle activité de l'école d'été. Il faut maintenant passer à la prochaine. Donc, un grand merci, Enora. Donc, je cède la parole à la prochaine animatrice, Marcelle Dubé, et je disparaîtrai dès qu'elle sera à l'écran. Merci, Enora, d'avoir été avec nous. Merci, Alexandra. Merci à tout le monde pour votre écoute.